La Banque centrale européenne va remonter ses taux. Alors certes, c'est pour faire face à l'inflation, mais les Français vont-ils voir le prix de leur alimentation baisser pour autant? On va vous montrer d'ailleurs au passage l'impact que ça a, oui ou non, sur vous, pour vous. Et puis l'autre effet, c'est que l'argent, va coûter plus cher, l'argent. Alors dans les prochains mois, là encore, c'est bon ou c'est mauvais pour le pays, dette, consommation. Et surtout, aurons-nous encore les moyens de financer les aides dont nous parlons quand le pays, en plus d'un argent qui coûte plus cher, doit bientôt rendre sa copie à Bruxelles pour dire comment la France compte passer en dessous de la barre des 3% de déficit pour 2027. Bref, est-ce que tout ça, cette équation, ça va coincer? On va se poser la question avec nos invités que je salue donc. Barbara Lefebvre, bonsoir. Bonsoir, Amélie. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste et membre du comité éditorial de la revue Front Populaire. Bonsoir, François Calfon. Bonsoir. Merci d'être avec nous également, membre du Bureau national du Parti socialiste. Bonsoir, Michel Remy. Merci d'être avec nous, économiste et professeur à Sciences Po et à l'ESTP. Et donc, Hervé Gattegno est toujours avec nous pour poursuivre un bout de chemin. D'abord, on va poser les faits, rien que les faits. Les indispensables, c'est Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc d'abord, les annonces de la BCE, Banque centrale européenne, qu'en est-il? Christine Lagarde a été catégorique hier soir. La présidente de la Banque centrale européenne indique que l'inflation couplée à la baisse de la croissance européenne met en danger l'avenir économique de l'Europe. Écoutez. We expect inflation to remain undesirably high for some time. Firms continue to face higher costs and disruptions in their supply chains. Taken together, these factors are significantly clouding the outlook for the second half of 2022 and beyond. Pour contrer la tendance, la BCE a donc dégainé sa plus grande arme, celle de relever ses taux directeurs. Il passe de 0 à 0,5%. C'est un tournant car depuis 2011, la BCE avait toujours abaissé ses taux. Ils étaient tombés progressivement à 0% en 2016. Depuis, ils n'avaient jamais évolué. Pourquoi la BCE a pris cette décision? Car en augmentant les taux directeurs, la BCE rend plus cher l'argent qu'elle prête aux banques et aux États de l'Union européenne. Les prêts vont donc se contracter, ce qui réduira l'activité économique et donc la demande globale, les ingrédients donc pour faire baisser les prix et donc l'inflation. Et donc on a cette question centrale, bien sûr. Quelles conséquences concrètes pour les Français? Alors, si on reprend notre schéma, les mauvaises nouvelles concernent les prêts bancaires. Car si les banques empruntent plus cher auprès de la BCE, elles répercutent naturellement cette hausse sur les taux d'emprunt accordés aux entreprises et donc aux particuliers. Aujourd'hui, le taux moyen d'un intérêt d'un emprunt immobilier sur 20 ans se situe autour d'1,85. Avec cette hausse des taux directeurs, certains spécialistes tablent sur une hausse à 3%. En clair, un Français qui emprunterait 200 000 euros pour acheter sa maison emprunterait 266 160 euros au lieu de 239 520 aujourd'hui, soit 26 640 euros de plus. Des prêts donc plus chers qui refroidiraient donc les Français pour investir dans l'immobilier. Une mauvaise nouvelle aussi pour les vendeurs, car si la demande baisse, naturellement, cela ferait chuter les prix de l'immobilier. Enfin, la seule bonne nouvelle, elle concerne les épargnants. La hausse des taux directeurs entraîne mécaniquement la hausse des taux d'intérêt des comptes. Les possesseurs d'assurance vie ou encore du livret A verront donc leur rendement augmenter. Au 1er août, le taux du livret A, le livret préféré des Français, doublera pour atteindre 2%. Des conséquences pour les Français, mais aussi pour l'État français. Oui, et cette fois-ci, cela concerne la deuxième partie de notre schéma. Car souvenez-vous, l'État français emprunte également auprès de la Banque centrale européenne avec des taux directeurs plus élevés. Les intérêts de la dette publique augmentent également. Autrement dit, la charge de la dette publique s'envole. En 2021, ces intérêts, avec des taux directeurs bas, représentaient à eux seuls, tenez-vous bien, 38 milliards d'euros, le 4e poste de dépenses en France. En 2022, avant même l'annonce de la BCE, Bercy prévoyait de rembourser 55 milliards d'euros, 17 milliards d'euros en plus. Ce chiffre devrait donc encore gonfler. L'autre mauvaise nouvelle, elle concerne en fait la croissance. Si la hausse des taux directeurs stoppe les investissements, la consommation diminuera. En bref, l'économie française tournera au ralenti. Bercy devra sûrement revoir sa copie également. Elle qui prévoyait une croissance de 1,4% en 2022, ce sera à coup sûr beaucoup moins.
Que de mauvaises nouvelles, donc, à ce stade, alors même que la France s'engage devant Bruxelles à réduire déficit-dette. Oui, la France va devoir se plier aux normes européennes du pacte de stabilité qui impose une discipline budgétaire aux 27, suspendue après la crise Covid pour permettre la relance économique en Europe. Il fera son retour en 2024. Les règles, un déficit public inférieur à 3% du PIB, une dette publique qui ne dépasse pas les 60% du PIB. Aujourd'hui, la France n'y est pas du tout. Son déficit atteint les 6,5%. C'est encore pire pour sa dette qui dépasse les 112% du produit intérieur brut. Pour parvenir aux objectifs en 2027, Bercy prévoit donc 2 axes de travail. Baisser ses dépenses globales chaque année de 0,5%. Les collectivités territoriales devront également se serrer la ceinture et réduire leurs dépenses de fonctionnement de 0,3% par an. Toutes ces pistes seront envoyées par Paris à Bruxelles à partir de la mi-août. Merci beaucoup, Quentin, pour les explications. Effectivement, ce n'est pas ce qu'il y avait de plus joyeux, je vous l'accorde. Mais on va continuer de faire œuvre de pédagogie ensemble. C'est pour ça que je commence avec vous, Michel Ruemy, puisque vous êtes économiste. Et donc, encore une fois, je voudrais qu'on dise à ceux qui nous regardent, à nos téléspectateurs, en gros, relever les taux de la BCE, c'est pour dire on va essayer de freiner l'inflation. Spontanément, on pourrait se dire très bien, l'inflation, c'est ce qui me coûte cher tous les jours. Or, est-ce que le panier du consommateur français va baisser, ne serait-ce que dans les prochains jours, prochaines semaines, dans les prochains mois? C'est la nature de l'inflation qui est différente. Ce qu'il faut bien voir, ce n'est pas une inflation interne, par exemple, qui est due, on va dire, comme aux États-Unis, par une hausse des salaires, mais à une inflation importée. C'est-à-dire, ce sont des prix dont on ne maîtrise pas la hauteur de la progression. Donc, on est plutôt en réaction. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire que si la Russie ou le pétrole ou de manière autre les produits alimentaires augmentent, nous ne pouvons qu'être réceptifs. On peut pas être, on va dire, on peut que contrecarrer. On est dans une position défensive. Et donc, ça continue et ce qui va se passer, c'est que pour limiter, on va dire, ces hausses de prix, eh bien, traditionnellement, on élève les taux d'intérêt, et notamment la Banque centrale. Ce qui s'avère, c'est qu'aujourd'hui, à travers ces mesures de relèvement de taux d'intérêt, la première réflexion que ça m'inspire, c'est que les banques centrales doivent retrouver une crédibilité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les États-Unis et la BCE ont considéré pendant un certain temps que cette inflation était temporaire, et là, elle a tendance à s'implanter. Donc, il convient qu'à travers ces mesures, elles disent « Ok, on a pris le problème bien comme il faut, et on va relever les taux, et à terme, on va avoir une baisse de l'inflation. » À terme, le terme n'étant pas connu. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes dans une économie de guerre, c'est-à-dire que ça va nécessiter une mobilisation de la population, de tous les acteurs économiques, ménages, entreprises, États. Ça peut passer aussi par du rationnement. On n'est pas encore passé. On peut avoir d'autres aspects, mais c'est ça qu'il convient de voir, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, on n'a pas assez fait de pédagogie envers la population en disant qu'on va avoir un coût. Et ce coût, il faudra bien le prendre en compte. Je reste sur cette action de la BCE et je voudrais qu'on continue de parler des Français. Voilà. Des Français, pas encore de l'État français, je veux qu'on parle aux Français. Donc pour eux, c'est vertueux ou ça ne l'est point? La vérité, c'est qu'elle n'a pas d'autre arme, la BCE, que d'augmenter les taux d'intérêt. Hein. Et d'une certaine manière, pour faire une parabole, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'est le Canadair. Hein. C'est-à-dire que l'inflation est galopante, on refroidit la machine économique en rendant l'argent plus cher. C'est exactement ce qu'on fait. Et donc l'impact immédiat, il sera quand même sur la croissance, hein, à défaut d'être sur le panier de la ménagère. Donc on prend un Canadair, alors qu'on aurait besoin d'une arme tactique. L'arme tactique, c'est que l'inflation, elle est liée à la reprise post-Covid, mais ça, c'est un peu derrière nous, la tension sur les matières premières, et puis bien sûr la guerre en Ukraine. Et d'une certaine manière, c'est pas la Banque centrale européenne qui est la solution sur ce conflit en Ukraine. Vous avez passé 1 heure à en parler, c'est la négociation politique. Et d'une certaine manière, il faut que les gens reviennent à la table. À la fois sur le plan diplomatique, je ne sais pas ce que vous êtes dit, mais cet hiver, hein, sur les lignes de front, premièrement, et reviennent à la table des mesures ciblées. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si on continue comme ça, chacun avec sa logique massive qui n'est pas ciblée, on va dans un effet ciseau, vous l'avez présenté à l'instant, qui est tout à fait catastrophique. Hausse de la dette,
baisse finalement de la consommation des ménages, peut-être maintenant un effet sur l'emploi, avec une pression populaire, une pression d'un Parlement qui n'est plus sous contrôle d'une certaine manière, sur des hausses de salaire. Et là encore, bien comme de gauche, je pense qu'il faut quand même des mesures ciblées. La raison de cette inflation n'est pas dans le couple, augmentation des prix, hausse des salaires, parce qu'aujourd'hui en Europe, c'est pas ce qu'on constate. Barbara Lefebvre. Oui, mais comme on l'a vu pendant de nombreuses années, nous avons eu de la dette gratuite, puisque la charge de la dette était très faible, était équivalente à 0 en raison des taux. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? La dette de fonctionnement et la dette d'investissement, c'est pas la même chose. Or, il s'avère que quand on voit aujourd'hui l'état quand même assez calamiteux d'un certain nombre de nos infrastructures et en particulier notre système et notre dépendance énergétique, on voit bien qu'on s'est beaucoup endetté en France pour de la dette de fonctionnement et pas vraiment pour de la dette d'investissement. Donc maintenant, dans la situation actuelle de cette inflation, quels vont être les effets ? À partir du moment où l'Europe nous remet dans sa logique maastrichtienne le couteau sous la gorge des 3%, et bien tout ça, évidemment, derrière, on entend la petite musique habituelle de l'austérité. Et de cette austérité qui repose toujours sur la même mécanique ultralibérale. C'est-à-dire qu'on va avoir quoi ? On va avoir serré dans les services publics, on va avoir la politique d'austérité, on va évidemment continuer à déclasser les classes moyennes qui déjà subissent la mondialisation et ses pires effets. Et donc là, effectivement, en plus, dans un contexte politique extrêmement difficile dans toute l'Europe, c'est quand même assez savoureux, même si c'est un peu triste quand même, que Mario Draghi tombe au moment où lui-même avait instauré, en réalité, il avait instauré ce système qui était une forme de quoi qu'il en coûte pour sauver l'euro. Donc on voit bien aujourd'hui que le système maastrichtien et le système de la BCE, il est peut-être aussi dans ce modèle-là néolibéral, il est arrivé au bout, mais on n'a personne en Europe aujourd'hui pour proposer autre chose. Au contraire, on a des gens qui veulent continuer avec ce système. Débattons-en, justement. Hervé Gattegno, Michel Rémy, parlons-en. Alors juste quand même, on croit comprendre qu'une des conséquences mécaniques de la décision prise par la BCE, ce serait quand même de renchérir l'euro. Et donc face au dollar. Voilà, face au dollar. Donc ça peut avoir un effet positif, parce qu'il faut quand même parler des petits effets positifs, un effet positif sur les exportations et un effet positif sur le prix de l'énergie. Donc ça, indirectement, ça peut bénéficier aux consommateurs européens et français. J'admets que c'est pas le premier effet de la décision prise, mais c'en est un quand même. Maintenant, l'effet politique de tout ce qui se passe en ce moment, c'est que oui, le gouvernement français va être obligé d'engager des réformes de structures qui ont été très longtemps. Est-ce qu'il peut continuer ce qu'il est en train d'essayer de faire à l'Assemblée en ce moment, c'est-à-dire les mesures pour le pouvoir d'achat des Français ? Bien sûr qu'il doit le continuer, parce que malgré l'argent nous sommes une démocratie. Malgré les promesses à Bruxelles. Nous sommes une démocratie, et donc il faut respecter le vote des citoyens. Et l'état de l'opinion en France aujourd'hui, ce n'est certainement pas de dire on arrête toutes les aides, tout le soutien au pouvoir d'achat des ménages, tout le soutien aux entreprises, on arrête tout ça et on passe aux choses sérieuses. Ça, c'est évidemment pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc oui, le gouvernement est obligé de continuer ces mesures dans les conditions parlementaires que nous savons et dans le contexte que nous savons, dans le contexte européen, décrit par Christine Lagarde comme un contexte qui s'assombrit de jour en jour. Mais du coup, la conséquence de tout ça, c'est que ça rend absolument impérieuses les réformes qui ont été trop longtemps différées dans ce pays. Il restera à se mettre d'accord sur quelles réformes et comment. Je ne vais pas ajouter franchement de l'eau à l'optimisme là, mais en vous citant Marc Toiti dans Le Parisien aujourd'hui, qui va plus loin, il dit en fait c'est trop tard. Quand bien même ce qu'on fait est vertueux en somme, c'est jamais trop tard. C'est trop tard, il dit. Nous avons voulu retarder l'échéance, mais nous allons devoir avoir la double peine, une inflation très élevée, une récession dramatique. Mais non. Oui, alors c'est à venir. Donc l'avenir n'est jamais certain. Mais ce que je veux dire, c'est pour revenir un peu sur ce que disait... alors là, c'est ce qui s'appelle botter en touche. Non, mais je vais répondre. Mais je voudrais compléter un peu ce que disait. Répondez à ma question, on y revient juste après. Mais juste pour savoir à quel point c'est dramatique. Non, aujourd'hui, la politique monétaire, et aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, elle est un peu schizophrène dans la mesure, elle doit rafraîchir un peu la croissance, mais pas l'arrêter pour pouvoir avoir la possibilité de la refaire partir. Simplement, la hausse des taux, on le voit déjà aux États-Unis, c'est l'impact sur l'économie. Est-ce que ça ne va pas tuer la peu de croissance qu'on risque d'avoir ? Et donc, du coup, une remontée des taux, à court terme, la BCE va se retrouver à se dire, est-ce que je remonte les taux pour l'inflation ou je tue la croissance ?
Et c'est là la difficulté. Et donc c'est pour ça que et aujourd'hui, c'est pas que je botte en touche. Si on continue cette politique de remontée vive de taux d'intérêt, on risque d'aller vers la récession. Simplement, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'au dernier trimestre, on va devoir se poser cette question de se dire est-ce que je continue ou pas, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Mais là, c'est du pilotage fin, c'est du en même temps Oui, c'est du fine-tuning. version BCE. Michel Rémy, donc sur votre point sur les Français, je viens vers vous juste après. Je suis sur la politique on va dire, des mesures du bilan. En fait, moi, je suis deux choses. Ce sont des mesures d'urgence, mais on ne voit pas la fin de la crise énergétique. Donc, première des choses. Deuxième chose, je m'interroge. Je m'interroge pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des mesures on arrose énormément les Français et en fait, on ne donne pas plus de l'argent aux personnes qui en ont besoin. Concrètement, on veut éviter un syndrome post-traumatique gilet jaune, c'est-à-dire qu'au lieu de donner plus à des personnes qui sont ciblées, on donne à plus de gens pour justement éviter une descente dans la rue. Alors, François Oui, Galfond. non, moi je voulais reprendre un débat qui est un débat classique, mais qui, à l'aune de cette situation exceptionnelle, doit être, à mon avis, réinterprété. Autant j'ai toujours critiqué la politique des 3%, enfin historiquement, moi j'étais du camp de ceux qui le critiquaient, autant de toute façon on n'arrivera jamais aux 3% de déficit, et le tableau tout à l'heure vient de le montrer. La question qui doit être posée, c'est est-ce qu'à un moment donné, on est sur une trajectoire plus vertueuse sur le plan des finances publiques ? Et ça, je pense qu'on ne peut pas le renvoyer d'un revers de main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Hervé Gattegno, pourtant il est très expérimenté, rêve qu'on aboutisse de cela à une réforme de l'État. C'est pas le chemin que ça prend. J'ai dit que c'était nécessaire. C'est nécessaire, mais c'est pas le chemin que ça prend, parce que la réalité, c'est que l'État ne sachant pas mener ses propres réformes, on commence à dire aux collectivités locales, vous ferez moins 0,3, moins 0,4, sans aucune politique RH en conséquence, idem dans l'État. Et enfin, la dernière chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais dire un peu plus clairement, me semble-t-il, oui, il faudrait des augmentations de salaire ciblées, sans avoir un effet SMIC qu'on connaît bien, mais que je n'ai pas détaillé, mais que par contre, compte tenu du caractère totalement ingérable de la situation et de l'amoncellement des nuages, il faut quand même être sur des mesures qui sont ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'on ne peut pas assumer des hausses générales. Barbara Lefebvre-Gattegno. Juste pour répondre à ce qui vient d'être dit, bien sûr, moi aussi je suis tout à fait d'accord pour remettre les dépenses publiques et le fonctionnement de l'État sur de bonnes trajectoires. Mais depuis 20 ans, c'est sous l'effet du chantage de ce qui se décide à Bruxelles. Oui. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait effectivement des dirigeants qui soient capables de s'émanciper quand c'est nécessaire de la tutelle d'un certain nombre d'économistes dogmatiques qui ont décidé à la Commission, alors qu'ils ne sont même pas élus par aucun peuple d'Europe, de qu'est-ce qui est bon pour nous. Les Français et certains Européens sont capables de gérer et de vérifier la façon dont leur trajectoire économique et le relèvement de leurs dépenses publiques doivent être faites. Or, en réalité, on vit au chantage en permanence. Or, on voit bien tout cet argent, le marché unique européen, l'Europe, elle s'est fondée sur quelle promesse ? Sur la promesse d'une prospérité pour tous et d'une forme de sécurité pour tous. Quel est le constat aujourd'hui ? On est plus de 20 ans après Maastricht. Excusez-moi, je n'ai pas l'impression que l'Europe soit dans une grande prospérité économique. Alors on peut toujours prier à la sainte croissance et son acolyte, le plein emploi, mais enfin en France, on ne le voit toujours pas arriver. Et or aujourd'hui, d'ailleurs, justement, on voit que depuis longtemps, M. Bruno Le Maire prie sans cesse la sainte croissance. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas et même on nous promet la récession. Et la croissance, comment sera-t-elle ? Elle ne sera même pas verte. Donc on voit bien aujourd'hui, effectivement, que continuer à être sous le parapluie de l'ordolibéralisme allemand et de Mme Ursula von der Leyen, excusez-moi, tout ça, ça ne va pas conduire la France ni à plus de souveraineté, ni à une meilleure trajectoire de nos dépenses publiques. Alors, pour essayer de vous répondre à tous les deux à la fois... Bon courage, ça c'est l'art de la synthèse, on vous regarde. Oui, bien sûr qu'il va y avoir ce que vous appeliez à l'instant un chantage européen, il va continuer. Le chantage européen, je vous fais quand même observer que quand il débouche sur un plan de relance européen avec une mutualisation des dettes entre les États, donc la solidarité au niveau européen, tout le monde en profite. Et donc là, personne ne crie à l'usurpation ni à la violence. Donc, en l'occurrence, oui, les Européens peuvent faire pression sur un pays comme la France ou sur un pays comme l'Italie, parce qu'on parlait de notre niveau d'endettement. L'Italie, c'est 150% du PIB, le niveau d'endettement. Hein. Donc c'est encore bien supérieur au nôtre. Je rappelle que dans les années 2000, l'Allemagne, qui est aujourd'hui le leader économique européen incontesté, même si leur situation ne s'améliore pas en ce moment,
avant, elle a plutôt tendance à décliner. L'Allemagne était l'homme malade de l'Europe et les Européens ont fait pression sur les Allemands pour qu'ils prennent des réformes très difficiles et ça a donné les fameuses réformes Hartz dans un pays où les écologistes sont capables, ce qu'ils ont fait en Allemagne, de voter avec les sociodémocrates des réformes très restrictives, notamment sur le code du travail. Donc ça a été possible en Allemagne, ça peut parfaitement se reproduire aujourd'hui pour la France. Parce que la France est un État solvable, la France a beaucoup d'atouts. Simplement, en effet, il y a des politiques publiques qui n'ont pas été menées dans ce pays depuis très longtemps. Et les crises s'accumulant et s'additionnant les unes aux autres, on se retrouve aujourd'hui dans une position où je crois qu'on n'a plus d'autre choix. Et si les Français, par manque de courage politique, et a fortiori dans la situation confuse que nous connaissons, ne prennent pas ces décisions, les Européens seront peut-être capables, notamment les Européens du Nord, de nous rappeler nos devoirs. Je voudrais qu'on arrive à une sorte de morale de l'histoire un peu de l'émission. Magnifique. Mais vraiment, difficulté, vraiment, c'est plus à démontrer sur la question du pouvoir d'achat. Ça pourrait s'aggraver sur le fond de l'énergie. L'Europe, vous le disiez, elle est fragilisée avec des dirigeants, ça ne va pas fort. Bon, on a parlé de Boris Johnson ces derniers jours, mais donc Mario Draghi à la tête de l'Italie, c'est terminé. Il était un peu l'un des monsieur stabilité. Bon, à la fin de l'émission... Il y a l'Allemagne qui doit changer son modèle mercantile. Voilà, et donc, à la fin de l'émission, est-ce que Vladimir Poutine au Kremlin, il est en train de se frotter les mains ? Parce que galère de pouvoir d'achat, perspective assombrie, l'Europe déstabilisée, c'est ce qu'il voulait. Et alors ce qu'il voulait, et je peux même rajouter une couche avec Orban qui achète des livraisons de pétrole. Donc là aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il va jouer sur, on va dire, la non-solidarité européenne. Et c'est ce qui va lui permettre de s'en sortir. Mais derrière, ça va poser aussi un problème à Biden parce que, bon, en fait, il y a tout comment arranger pour, on va dire, faciliter le soutien à l'Ukraine. Et ça pose ce type de problème. D'autant que Zelensky a perdu un allié précieux, Boris Johnson, mais aux midterms américaines de novembre, il risque d'en perdre un autre, c'est Biden, parce que Biden risque d'être fort paralysé avec un Congrès qui ne sera plus du tout démocrate. Mais parce que peut-être fallait-il aussi, de la part de l'Europe, réfléchir à deux fois au type de sanctions contre les Russes. Encore une fois, un certain nombre de gens ont alerté en disant « arrêtons de nous tirer des balles dans le pied ». On a continué à s'en tirer et on s'en tire encore. Eh bien, effectivement, oui, Vladimir Poutine doit sérieusement se frotter les mains. Oui, on est toujours à dire il y a Bruxelles contre la France, mais la réalité c'est qu'on a perdu la Grande-Bretagne avec le Brexit. Dans cette crise, on peut perdre l'Italie. C'est-à-dire que le service de la dette, enfin je ne dis pas qu'on les perdra institutionnellement, mais enfin la dette peut ne plus être soutenable en Italie si... Regardez la Grèce aujourd'hui. Voilà, s'il y a un bras d'honneur qui s'opère. Ça, c'est la première chose. À qui profite la crise ? Et la question qui est posée, moi je vais dans le même sens, évidemment à la Russie. C'est-à-dire qu'il a été dit par je ne sais plus quel journaliste avisé qu'un proche de Poutine disait on va attendre tranquillement l'hiver pour avoir la sortie de crise quand tous les Européens, les citoyens européens payeront lourd le prix de la crise. Il est évident qu'on va arriver à un point où les conséquences de la crise énergétique et tout le reste dont on vient de parler ne seront plus soutenables. Donc la voie qui a été empruntée sur les sanctions se révèle être plutôt une impasse parce que, y compris militairement, la Russie avance. Avec Gattegno, après on avance sur on compare un État qui n'est pas une démocratie à des démocraties. Les démocraties ont des faiblesses intrinsèques et leur faiblesse principale, c'est le poids de l'opinion et des citoyens. Donc quand on dit la Russie, aujourd'hui, c'est pas la Russie qui se frotte les mains, peut-être Vladimir Poutine, mais les Russes, eux, ils se frottent pas les mains du tout. Mais eux, personne ne leur demande leur avis. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple. Donc l'Europe, elle a à faire face à une triple crise, et donc une crise militaire, une crise épidémique qui se poursuit et une crise économique désormais. Rien de tout ça n'est facile, mais je crois que la solidarité européenne va évidemment continuer dans ces circonstances.